Arpajon, en Essonne, il est 10 h du matin. Un accident vient de se produire sur l'autoroute A10. Allez, on y va! Jeune médecin de 34 ans, Iman est déjà très expérimentée et heureusement, car elle va être confrontée à une situation d'une extrême gravité. Là, on est appelé par le SAMU parce qu'il y a un accident sur l'autoroute A10 et il y a 2 polytraumatisés. Donc on est le 2e SMUR, il y a déjà un SMUR au départ qui est le plus proche. Donc a priori, oui, s'il y a 2 SMUR appelés, c'est que les victimes peuvent être dans un état grave. Un seul véhicule impliqué, ce pick-up, a tapé le muret central, puis fait plusieurs tonneaux. À bord, un couple d'une 60aine d'années. Le conducteur, très fatigué, se serait assoupi au volant. L'enquête devra le confirmer. La passagère souffre d'une fracture de la jambe droite. Doucement. Le conducteur du véhicule, lui, est très gravement blessé. Ok. Alors, doucement. Je sais que c'est difficile. Monsieur, là. Iman le prend rapidement en charge. Qui est-ce qui peut me donner des indications là? Il était incarcéré Il était conducteur avant gauche. Ouais. Le toit est complètement défoncé. Ouais. Est-ce qu'il avait quelque chose sur son bassin ou hanche? Parce que là, on n'a pas mis de ceinture. Ouais. En fait, il était à moitié sorti par la fenêtre. Tu vois, il pendait. C'est la tête qui pendait? Ouais, il est en train de chuter petit à petit, il est tombé à l'extérieur de la voiture. Ok. Alors, Monsieur, bougez pas, restez calme. La victime n'avait pas bouclé sa ceinture. Pour Iman, cela explique la gravité de son cas. lâchez-lui les jambes. Le conducteur est pris de convulsions. Il faut rapidement l'endormir. Ok. Le monsieur, on a quand même fait un bilan rapide. Il est dans un état d'agitation neurologique, donc clairement, il faut le sédater et protéger ses voies aériennes supérieures. Donc on va l'intuber. Là, tu peux intuber Iman. Attends, je tends sa tension parce que je vais te faire préparer de la noradré avant, selon l'intention. L'urgentiste veut endormir la victime pour la calmer. Là, je prépare des médicaments pour pouvoir maintenir son coma artificiel et le soulager au niveau douleur en même temps. Le stress monte. Iman ferme les fenêtres afin d'entendre au mieux les battements du cœur du blessé. Une orange? Ouais. Marie, t'es prête dans combien de temps? Je suis prête, la galecto. T'es prête? La médecin peut commencer l'intubation, mais la tâche est difficile. Alors, est-ce que l'aspi est prête? Tu peux me l'allumer, s'il te plaît? C'est bourré de sang. Ouais, c'est pour ça que je mets La pile, Iman a du mal à insérer la sonde, la gorge est encombrée. Avance. Attends, tiens, voilà. Elle parvient finalement à l'intuber. Attends, enlève ta main, juste Marie. Ok, indexation après à 19. Vas-y. Maintenant que le patient est calme, la médecin peut inspecter ses blessures à la tête. Là, je vais faire un bilan de ses lésions cérébrales et pour pouvoir passer rapidement mon bilan à la régulation. T'as vu une plaie ou pas derrière? Alors, on va nettoyer, on va un peu regarder. Je vais voir s'il a déjà le crâne enfoncé, en fait, une embarrure, pour qu'il puisse là-bas au réveil prévenir directement les neurochires. Mais bon, je pense, vu le trauma facial et le coma agité, ça va être le cas. Et tu vois quand même ici la boîte crânienne. Là. Et oui. La tête est largement ouverte et le crâne semble très abîmé. Par contre, on va bien comprimer, on va mettre plusieurs compresses. Parce que là, c'est tellement délabré en fait, c'est une plaie évidemment, je peux pas mettre d'agrafe et tout, il a un œdème là-dessus. Mais il faut, tu vois, qu'on comprime au max pour pas que ça saigne. Emmaillotez-le franchement. J'arrive, je vais aller voir sa femme, j'appelle la régule. Et après, on y va. Dans l'autre ambulance, une équipe du SAMU venue d'Orsay s'occupe de la passagère. Je vais juste vous embêter 2 minutes.
Iman veut la voir pour lui donner des nouvelles de son compagnon. L'accident était très grave, il a eu un traumatisme crânien grave, d'accord? Pour l'instant, occupez-vous de vous, je vous laisse avec l'équipe du SAMU et on essaiera de trouver vos coordonnées pour vous donner des nouvelles rapidement. D'accord? Ah, il est intubé là. L'intervention a commencé depuis plus d'1 heure et les victimes sont enfin stables, prêtes à être transportées à l'hôpital. Ok, parfait. Bah écoute, on roule. Pas le foutre sur un... Bah là, on va y aller, on va peut-être voler. Hein. Si t'as passé 200, ça fait à peu près ça. Hein. Tu veux passer un peu plus? Ça te semble... Allez messieurs, on compte sur vous. Rapide, efficace, sécuritaire. Il est stable sur les paramètres vitaux, mais il a un traumatisme crânien qui est gravissime. C'est bon, Il va falloir faire le bilan des lésions là-bas au réveil. Il n'y a plus un instant à perdre. L'homme est attendu aux urgences neurologiques pour être rapidement pris en charge. À son arrivée, direction le service de réanimation. Grâce à l'intervention rapide de Iman, ses jours ne sont plus en danger, mais il restera de longues semaines dans un coma artificiel. Elles sont gendarmes ou encore pompiers. Leur quotidien est fait de stress, de risques et d'urgence, et c'est ce qu'elles aiment. À travers la France, nous avons suivi des femmes engagées dans l'action. Il y a bien eu une effraction au niveau du domicile en besoin de renfort. Émilie est commandante à la gendarmerie de Bergerac. Elle va superviser une grosse opération de démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. Gendarmerie ouvrée! Déborah est pompier. Sur le secteur de Belfort, cette femme au nerf d'acier a su s'imposer dans un milieu très masculin. Tu sens quand je te touche les doigts de pied? Caroline est pompier à Carcassonne. Elle va faire face à un incendie hors de contrôle. Allez les gars, allez! Qui menace des habitations. Ça va! Tiens le cul, tiens le cul! Charlène et Flavie sont gendarmes à Gardanne. Une ville en apparence tranquille, mais où de nombreux délits sont commis, notamment pendant les vacances d'été, où les cambrioleurs profitent de l'absence des propriétaires pour visiter les maisons. Faut escalader, il y a une effraction derrière la maison, on sait pas s'ils sont encore dedans. Entre violents accidents, cambriolages et interventions à haut risque, nous avons suivi le quotidien de ces femmes hors du commun. Ce matin, à Belfort, Déborah, 35 ans, prend son service. Entrée chez les pompiers à l'adolescence, cette jeune femme possède déjà près de 20 ans d'expérience. Son sang-froid et sa maîtrise sont reconnus de tous. Après la revue des effectifs du matin, elle aime retrouver ses collègues pour le café. J'étais au ski pendant 2 jours. Et grand soleil. Puis toi, les midis, on a mangé en plein soleil, quoi. Donc, c'est important. C'est ça qui fait aussi la beauté de notre métier. C'est ce côté d'appartenir à un groupe. Une cohésion primordiale pour faire face à des journées très chargées, où les pauses sont souvent écourtées. L'équipe de Déborah reçoit un appel. Elle croit partir pour un seul accident de voiture, mais les drames vont s'enchaîner. C'est une journée d'enfer qui s'annonce pour la jeune pompier. Alors, VLPL, blessé, femme 25 ans, douleur au nez. Stratégique. Ouais, c'est celle quand tu vas vers le nez. VLPL comprenait un accident entre une voiture et un poids lourd. Et si c'est une collision frontale, les conséquences peuvent être dramatiques. Tu fais l'abordage de la VL, du conducteur, et moi j'irai au poids lourd. Ça marche? Pour voir s'il a quelque chose. Ludo, il fait le balisage. Il s'en occupe, Ludo. L'accident s'est produit dans une zone pavillonnaire. La voiture est complètement détruite. Bonjour. Ils sont où les victimes, là? Oui, c'est la dame là. Et puis il y a notre chauffeur qui est quand même choqué. Alors votre chauffeur, il est où? Alors le chauffeur, c'est plus là. un choc émotionnel. Voilà. Là, c'est un choc frontal. Pas de PCI, consciente à notre arrivée. Ouais, il y a comme une forte cinétique quand même. C'est pour ça que je vous ai... Ça va? C'est pour ça que je vous ai demandé. Qui c'est qui vous a dit de sortir de la voiture? C'est moi, je suis sorti directement. Non, il ne peut pas rester.
Non, mais il faut pas faire sortir les gens de la voiture. Hein. Ouais, vous avez mal où? Oui, en fait, j'ai juste le nez puis j'ai les oreilles qui sifflent en fait. D'accord. Vous étiez ceinturé? Oui. D'accord, les airbags ont été déclenchés quand même? Ok. La conductrice de la voiture est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle semble indemne, mais Déborah le sait. Lors d'un choc d'une telle violence, la douleur peut mettre du temps avant d'apparaître. Donnez-moi les mains. Serrées? Ça va? Vous arrivez à bouger les jambes comme il faut? Pas de douleur? Tu me fais un bilan quand même complet dans le dos? Sa collègue maintient la tête de la victime pour protéger ses cervicales. J'ai bien posé son... Ouais. J'ai pas pris, voilà, dès que ça a cogné, j'ai pas cherché à... Vous rouliez vite? Je suis pas la police, hein. Non, non. Moi j'ai besoin de savoir. Non, c'est normal. D'accord. Il s'est passé quoi exactement là? En fait, j'ai regardé avec le soleil. Ah, ok. La pompier doit maintenant s'assurer de l'état du conducteur du camion poubelle, apparemment très choqué. Monsieur, ça va? Oui, non, mais moi c'est... C'est émotionnel, c'est ça? Moi ça va, c'est uniquement la tension. Vous voulez être transporté ou pas? Non. Déborah retourne aussitôt auprès de la victime qu'elle juge la plus préoccupante. Pose un collier, Deb, ou pas? Ouais, on va poser un collier quand même parce qu'il y a eu un bon choc. Pas de soucis. Tu t'en occupes, Ilona? Ce qu'on va faire, comme il y a eu quand même un choc assez important, d'accord, les airbags se sont déclenchés, donc ça veut dire que vous rouliez, voilà. On va mettre un collier cervical, d'accord, et puis on va vous conditionner dans un matelas coquille, puis on va aller à l'hôpital faire des radios, ok? Le fait que ça bourdonne, là, peut-être que vous avez tapé la tête, on ne sait pas. Donc vaut mieux prendre toutes les précautions, hein? Ok. Il y a des douleurs qui apparaissent ou pas? Non, c'est juste... Toujours le nez? Toujours les bourdonnements? Ouais. Vous avez quel âge? Déborah suspecte un potentiel traumatisme crânien. Il faut emmener cette jeune fille à l'hôpital pour passer un scanner. Oui. Allez, couche la planche, et puis en fait on la hisse. Ok. Pendant que ses collègues s'occupent de la jeune femme, Déborah réalise que le conducteur du poids lourd est en larmes. Monsieur, regardez-moi, elle va bien, d'accord? Vous voulez pas quand même que je vous emmène? Hein? Tu veux pas rentrer au dépôt? Tu veux pas qu'on te ramène au dépôt? Tu seras mieux. Mais il est proche, il a le permis, il peut ramener le poids lourd. Même s'il n'est pas responsable de l'accident, l'homme est rongé par la culpabilité. Non, c'est de ma faute. Hein? C'est de ma faute. Non mais là c'est la jeune fille qui a été éblouie avec le soleil, ok? Enfin vous comprenez que moi je peux pas vous laisser repartir au volant de votre poids lourd, hein? Je sais qu'à votre âge, c'est dur de se dire qu'on peut... que parler à quelqu'un, ça fait du bien. Mais il y a des gens qui sont bien formés à l'hôpital pour ça. Ok? Malgré l'insistance de Déborah, le chauffeur préférera être raccompagné chez lui. La jeune fille, de son côté, est prise en charge à l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Le scanner ne révélera rien d'inquiétant, elle pourra rentrer chez elle. L'intervention de Déborah s'achève, mais pour elle, la journée ne fait que commencer. Car sur le chemin du retour, elle est envoyée sur une autre mission. Cette fois, il s'agit d'une intervention à domicile. C'est un monsieur qui a appelé parce que sa femme de 70 ans, elle est inconsciente dans le fauteuil, à domicile. Avec si peu d'informations, difficile pour elle de déterminer la gravité de l'intervention. Qu'est-ce qui se passe? À son arrivée, elle découvre sa victime totalement prostrée. Madame, qu'est-ce qui se passe? Elle vous parle normalement d'habitude? Son état est inquiétant, elle ne réagit pas aux appels de Déborah. Madame, c'est les pompiers. Elle a convulsé ou quelque chose? Elle a tremblé? Non, elle est là. D'habitude, elle vous parle normalement? Oui. Mais là, ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Bah, c'est lui qui l'a. Elle fait des crises d'épilepsie ou des choses comme ça? Non. Elle prend des médicaments pour quelque chose? Non. Rien du tout. Elle était à l'hôpital dernièrement? Non. Le cas est préoccupant, car la victime de Déborah n'a manifesté aucun symptôme. Tu me prends une lampe, Ludo, tu me testes les pupilles? En observant les réactions des pupilles, Déborah peut vérifier si la victime est dans le coma. Et elle ne réagit que très peu. Serrez-moi les mains. Déborah multiplie les sollicitations, mais rien n'y fait. Ouvrez la bouche. D'habitude, elle réagit bien. Bah oui. Ouvrez la bouche.
Bah là, on a une dame de 70 ans qui d'habitude va très bien, parle très bien. Elle n'a pas de maladie, rien du tout, elle ne prend pas de médicaments. La jeune pompier contacte immédiatement le médecin régulateur du SAMU. Oui, bonjour, c'est le VSAV1 Belfort-Nord. J'ai une dame de 70 ans. Son mari, depuis 9 heures, l'a trouvée dans une position avachie dans le fauteuil. Il pensait qu'elle dormait. Et en fait, en essayant de la stimuler, elle ne dort pas du tout. Alors, elle est consciente, mais autre part. Elle réagit à rien du tout. J'ai une suspicion d'AVC quand même. On l'emmène. En cas d'AVC, chaque minute compte. Au téléphone, le médecin régulateur demande un transport d'urgence à l'hôpital. Ok, ça marche. Merci. On l'emmène rapidement aux urgences. Toute l'équipe se met en branle. Car il y a 5 étages à descendre par un escalier étroit. Attends, tu sais quoi, remplace Madeleine là, parce qu'elle a le poil plus lourd. Ils ont le poil plus lourd. Là, on l'emmène aux urgences, parce que le médecin ne peut pas se déplacer, donc il nous a demandé de l'emmener rapidement à l'hôpital. Pour Déborah, la victime est dans un état grave. On va préparer l'oxygène quand même, parce qu'elle a 92%. La jeune femme se prépare à toute éventualité. Mais en l'absence d'un médecin, la victime ne peut recevoir que les premiers soins. Là, si vraiment on part sur un AVC, ça veut dire qu'il y a une artère, une petite veine du cerveau qui est obstruée. Et il faut vite désobstruer cette veine ou cette artère, sinon il y a des séquelles à vie. Donc oui, il y a une urgence là. Déborah a réussi à stabiliser sa victime. À leur arrivée, direction le service de réanimation. Un scanner décèle une hémorragie cérébrale qui sera traitée à temps. Grâce au bon réflexe des pompiers, la patiente aura la vie sauve. Après ces 2 interventions, Déborah rentre enfin à la caserne. À peine arrivée, elle reprépare aussitôt son ambulance pour un nouveau départ. Une vie à 100 à l'heure, et Déborah adore ce métier. Mon grand-père était pompier à l'aéroport, il était volontaire à Mulhouse et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu en admiration quand il me racontait ces petites histoires en intervention. Après, je pense que c'est beaucoup la fascination pour le feu, l'urgence, le besoin d'être utile et puis d'appartenir à une équipe. Il est maintenant 12h30, Déborah va essayer de déjeuner à peu près normalement. Je vais te prendre en photo, je suis en train de prendre la place de Nico. Comment? Je vais te prendre en photo. Pour toutes les interventions, on est en train de faire du sport, manger, à la douche, voilà, le pipi sonne, on part. On a 2 minutes pour être dans le camion, prêt à partir. Il est 13h, en ville l'activité bat son plein. Les restaurants se remplissent et les écoles se vident pour le déjeuner, un horaire critique. D'ailleurs, pas le temps de terminer un repas, un nouvel accident de la route vient de se produire. Cette fois, il va toucher encore plus profondément Déborah. Il s'est produit en centre-ville. On part sur un accident de circulation, une petite fille de 8 ans qui s'est fait renverser sur voie publique. Déborah est tendue car une mineure est impliquée. C'est forcément une intervention un petit peu plus difficile, où là on pense souvent à nos enfants. C'est la hantise de nombreux pompiers. En arrivant sur les lieux, elle découvre une petite fille allongée le long du trottoir. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle a été percutée par un véhicule, elle a traversé au rouge. Ouais. Elle est tombée au sol, elle a mal aux jambes. Il roulait vite le monsieur? Oui, bonjour. Non, vitesse normale. Elle n'a pas touché la tête apparemment. Elle se plaint de douleur aux jambes. J'ai pas vu de plaie apparemment. Pour Déborah, la situation est compliquée. Intervenir sur un enfant demande beaucoup de précautions. C'est comment ton prénom? Sohan, 7 ans. Une Sohan. jambe qui n'arrive pas à bouger. C'est laquelle de jambe que tu n'arrives pas à bouger? C'est celle-là. La gauche? La gauche? Ce qui est un petit peu compliqué avec les enfants, c'est qu'ils ont du mal à s'exprimer. Tu sens quand je te touche les doigts de pied? Ouais. Cette fillette est très choquée, mais elle sent encore ses orteils. Un signe rassurant sur l'état de sa colonne vertébrale. Mais tout à coup, elle se plaint de douleurs inquiétantes. Tu as mal autre part? Non,
la tête, c'est tout. À la tête? À la tête derrière ou devant? Ou c'est à la tête? T'as cogné la tête? Tu as cogné la tête? Fort? Face au risque de traumatisme crânien, Déborah veut l'emmener au plus vite dans l'ambulance. Mais avant de la déplacer, la secouriste doit en savoir plus sur l'état de ses jambes. Ouais, je découpe juste le pantalon pour voir si on met une attelle ou pas. Et puis, tu peux déjà préparer le brancard. Problème, la petite fille très inquiète se plaint de nombreuses douleurs. T'arrives à tendre ta jambe? T'arrives pas plus à tendre la jambe? Ça bloque ou c'est parce que ça fait mal? En inspectant sa petite victime, Déborah découvre que ses blessures aux jambes sont peut-être moins graves que prévu. Oui, tu sais ce que t'as en fait? Tu t'es frotté la peau sur le sol, c'est ça qui fait mal. Brûlure. D'accord? Un peu comme une petite brûlure. Ok? Donc là, on va te mettre, regarde, dans le matelas à côté, c'est un matelas tout doux. Mais la jeune pompier ne prend aucun risque. On mettra un collier après, Fabio aussi, hein. Donc c'est une jeune fille de 8 ans qui a traversé sur la voie publique, le petit bonhomme était au rouge. Donc du coup, il y a une voiture qui lui est passée sur les 2 jambes. Apparemment, elle a une douleur donc, dans toute la jambe gauche. Ça serait plus des dermabrasions. Donc après, on en saura plus en faisant les radios à l'hôpital. À l'abri dans l'ambulance, Déborah et ses collègues attendent l'arrivée du SAMU. On va t'enlever un petit peu tout ça là et on va regarder un petit peu plus correctement ce que t'as. La mère de la petite victime accourt. Elle est très inquiète. Vous savez pourquoi vous n'avez pas pris les passages piétons depuis quand? J'ai cru. Il y a une voiture qui m'a laissé passer, mais pas l'autre. Ah, ben ça arrive souvent ça. C'est bon, c'est rien. Voilà, hormis ça, elle va faire Tu une... me rejoins à l'hôpital, c'est ça? Oui, elle va faire une radio à l'hôpital et Ça puis... marche. Je te rejoins, Swan. Je vais en voiture, je reviens, d'accord? Elle va pas mourir, c'est tout ce que je demandais. Vas-y, sors le bras de ta manche. Elle a pas de problème de santé? Non, elle a Vas-y, rien. tire. Les signes sont rassurants. Sa plainte vraiment principale, c'est au niveau de la cheville gauche. On a bien regardé, on a bien mobilisé et on pense plus à de la dermabrasion qu'une suspicion de fracture ou autre chose. Mais elle attend la confirmation des médecins. Ça, là, je te fais mal la plongée, là? Un petit peu, ouais, je suis d'accord. Après une rapide auscultation, les urgentistes se rangent à l'avis de Déborah. La petite fille est hors de danger. À l'hôpital, le scanner ne décèlera ni fracture ni hémorragie et cette petite fille ressortira à peine quelques heures plus tard. Pour Déborah, la journée s'achève. Oui, on a fait pas mal d'interventions, ça s'est bien terminé, donc on rentre à la maison tranquille, sereine. Il est 19h, la jeune femme rentre enfin chez elle. Mais pendant la nuit, d'autres femmes entrent en scène pour protéger leurs concitoyens. 5h30 du matin, à La Linde, une petite ville à 20 km de Bergerac. Dernier briefing à la gendarmerie avant l'arrestation d'un réseau de dealers. C'est Émilie, la commandante de la compagnie qui mène l'opération, nom de code Coca 24. L'important ce matin, c'est de pouvoir se coordonner et être tous prêts à casser ou à frapper aux portes à l'heure H, c'est-à-dire à peu près vers 6h30. L'idée, c'est que dans 10 minutes max, tout le monde soit prêt à embarquer dans les véhicules pour se projeter à proximité des lieux d'intervention. Bonne chance à toutes et à tous. Dans leur viseur, 2 hommes. Le premier serait la tête du réseau. Il habiterait en plein centre-ville de la petite ville et c'est lui que les gendarmes vont interpeller en premier. À tous les effectifs engagés sur l'opération Coca 24, annoncez votre mise en place. Oui, le patrouille sur place. Il y a, comme je disais, une petite pincée d'appréhension parce qu'on se dit, voilà, on espère que tout va se passer en sécurité, qu'il n'y aura pas de blessés ni du côté des forces de l'ordre, ni du côté de nos adversaires, parce qu'on n'est pas là pour les blesser non plus. Et puis, on espère, voilà, il y a de l'excitation aussi, hein, on espère que tout va bien se passer et qu'on va réussir notre mission. Donc, c'est des moments un peu galvanisants. Voilà. À tous les effectifs engagés, j'annonce top inter à 6h30, dans 2 minutes. Les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et les enquêteurs attendent l'heure fixée par Émilie pour intervenir. Vous l'avez vu le véhicule? Il est de l'autre côté.
6h30, le top intervention est donné. Arrivés devant la porte de l'appartement, les gendarmes frappent une première fois. Gendarmerie, ouvrez! Aucune réponse, ils emploient alors leur bélier. Il ouvre. Quand soudain, à l'intérieur, l'homme se manifeste. Reculez toutes les clés! Allez, fais-toi! Allez, ouais! Il est immédiatement maîtrisé et arrêté. Laisse tout là, je monte. Allez. 6h35, d'accord? Vous êtes placé en garde à vue. La perquisition commence. Émilie et ses hommes saisissent directement les téléphones du mis en cause. Une source primordiale de renseignements. C'est quoi votre mot de passe, s'il vous plaît? Donc là, c'est les téléphones qui ont été tout de suite placés sous scellé. Et maintenant, ils vont être exploités avec une valise informatique qui nous permet d'extraire en fait les données qui sont dans le téléphone. Les gendarmes espèrent y trouver les noms de ses fournisseurs et de ses clients. La perquisition continue et les preuves s'accumulent. C'est de la résine. C'est de la résine. Ah, qui est déjà. Alors, il y en a pour la vente, et puis le gros morceau restant. Il y a quelques centaines de grammes. Il y a peut-être. Encore des sachets avec de l'herbe là, Conditionné aussi. avec un couteau de coupe et un peu d'herbe. Voilà. Impeccable. 200 grammes de cannabis sont saisis, soit environ 600 €. Et ce n'est pas tout. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une liasse de billets de 20. Environ 800 € en liquide. La perquisition a payé, mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine. Reste à interpeller l'autre suspect, une arrestation à haut risque. Il est mineur et serait armé. C'est Patrice qui est en charge de son interpellation. Oui, ça présente toujours des risques. Hein. Pour le jeune où on va, donc apparemment il a une arme, donc on ne sait pas la situation à laquelle on va être confronté. Hein, donc est-ce qu'il est factice ou pas, est-ce qu'il l'a sur lui, il ne l'a pas sur lui, est-ce qu'il l'a dans la voiture ou pas, on est toujours méfiant. Donc ça présente toujours des risques. Arrivé au domicile des parents du suspect. Allez, c'est parti les gars. Les hommes du PSIG se mettent en place. Ils pénètrent arme au poing dans le domicile. À l'étage, ils tombent nez à nez avec les parents du jeune homme qui tentent de les retenir. Ne le faites pas mal, ouvrez la porte. Au même moment, un bruit attire l'attention des gendarmes. Oula, il y en a qui s'enfuient là-bas, derrière. Le suspect est en train de fuir par la fenêtre de sa chambre. Mais 2 hommes du PSIG le tiennent en joue et l'empêchent de sortir. Derrière jeté, non. Comme on avait bien fait l'environnement au préalable, donc on savait qu'il pouvait s'échapper par l'arrière. Donc heureusement que j'avais deux personnels du PSIG placés à l'arrière pour le contrer. À l'intérieur, le jeune homme est rapidement maîtrisé. Mets-toi par terre. Lâche-la. C'est pas le problème. Allez, sur le ventre. Ne tape pas, je suis par terre. T'inquiète pas. Donne ton bras. Il y a quoi là? Placé en garde à vue, la perquisition commence et très vite. Les gendarmes retrouvent l'arme qui aurait servi à racketter certains clients. Le militaire du PSIG est en train de vérifier l'arme, si c'est une vraie ou une factice, et puis si c'est une vraie, de la désarmer, de la neutraliser. Ouais, c'est une factice. C'est une factice? D'accord. Mais enfin, ça ressemble bien à une vraie quand même. Hein. Une personne qui utilise une arme factice pour commettre un délit encourt exactement les mêmes peines que si l'arme avait été réelle. Cette découverte va peser lourd dans le dossier du jeune homme. Regarde, par rapport au nôtre, là aussi, pro. Parce qu'on ne voulait pas qu'une arme se balade dans la nature sans qu'on sache si c'est une vraie ou une fausse. Donc là, c'est mission accomplie. Le suspect est rapidement conduit à la brigade pour y être entendu. À Bergerac, Émilie et les enquêteurs reviennent tout juste de leur perquisition chez le principal suspect.
Très vite, l'exploitation des téléphones paye. T'as les lunes sur les photos. Intéressante. La résine, regardez la quantité. Quoi. Ah oui. Et les enquêteurs font même une découverte étonnante. L'homme faisait la promotion de son trafic sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a deux captures d'écran où on peut voir qu'ils vont ici, là c'est des boules de neige, ça correspond à de la cocaïne, et de la jaune, c'est de la drogue également. Et là, vous avez une tarification, c'est 40 € le demi-gramme, et 70 € le gramme, et il y a des prix à 120 € les 2 grammes. Et ces techniques de vente étaient très au point. Là, vous avez le menu Saint-Valentin comme au restaurant, avec 10 grammes de jaune, plus un demi de neige, plus un préservatif pour avoir 80 €. Dans le bureau d'à côté, Loïc et Maud font l'inventaire de la drogue saisie lors de la perquisition. Il y a tous les sachets de conditionnement qui montrent que, ça donne à de la revente de produits stupéfiants. On voit bien sur les produits ici, c'est tout conditionné avec un grammage identique. Prêt à être vendu. Prêt à être vendu et voilà, il n'y a plus qu'à vendre, quoi. Confronté aux preuves accumulées contre lui, le suspect reconnaît la détention de drogue et va même jusqu'à donner des conseils aux gendarmes pour peser et répertorier la marchandise. Vous voulez pas tous sortir, faire les coller, et poser le bloc, enfin c'est pour vous que je dis ça. Vous faites comme ça, et à la fin, ça fait un bloc, vous posez évidemment. L'homme ne semble pas mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Je comprends pas qu'il y ait une telle guerre pour un cannabis, franchement. Une telle guerre? Ouais. Comment ça? Vous avez tort pour ça, quoi. Bah parce que c'est interdit. C'est juste un peu illégal en fait. Oui, non, mais je comprends, mais c'est ça que je... Mais... C'est illégal. Le cannabis c'est illégal, c'est ça que je Ouais, c'est ça que Enfin, je fais de mal à personne, quoi. C'est pas de l'argent légal. Le fait de vendre du stupéfiant, c'est pas légal non plus. Oui, le fait de posséder du stupéfiant, ça. Ben ouais. Mais là, dans ce cas-là, vous arrivez sur un trafic. On est bien sur un trafic après, là, si vous vendez. D'accord, c'est pas votre consommation personnelle, ça c'est pour revendre à des gens qui vous en achètent. On est d'accord? Oui. Tes chaussures. Un tel trafic de stupéfiants est passible d'une peine de 10 ans de réclusion. Pendant 48 heures, les enquêteurs auditionnent les prévenus. Leur but, obtenir les détails de ce trafic et le rôle de chaque protagoniste. Émilie, la commandante, fait le point avec ses hommes avant que le principal suspect soit présenté devant le juge. Bon alors, qu'est-ce que ça donne Notre principal mise en cause, lui, il ne dit rien, quoi. Ouais, donc en fait, oui, il est toujours dans le déni de son implication. Il est toujours dans le déni, il n'y a pas de souci. Après avoir reconnu la détention de drogue, celui qui serait à la tête de ce trafic nie maintenant tout en bloc. Mais les enquêteurs ont assez d'éléments pour caractériser le délit et le présenter au tribunal. Mais par contre, après, ça va être difficile à défendre quand même devant le magistrat. On lui a mis ça en face. Il y a pas mal d'images qui sortent où on matérialise bien qu'il y a du trafic avec soit des numéraires, soit carrément de la résine. Ouais, parce que on a des jeunes là qui sont vraiment dans un sentiment d'impunité totale puisqu'ils font de la publicité, promotion sur les réseaux sociaux, puisqu'ils appellent les clients dans la rue en bas de chez eux et font de la revente dans leur appartement. Vraiment, il était temps qu'on stoppe tout ça. Lors de son procès, le principal suspect est condamné à 15 mois de prison, dont 8 avec sursis. Le mineur, lui, sera simplement placé sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution devant le tribunal. Mais la gendarmerie compte aussi de nouvelles recrues. Partout en France, elles sont déployées pour apprendre au quotidien leur métier. Brittany est la plus jeune gendarme de la brigade de Gardanne, dans le sud de la France. Elle fait partie des 6 femmes de la caserne et elle est bien déterminée à faire ses preuves. J'ai une éducation militaire. Mon père est un ancien militaire, donc j'aime bien cette façon de procéder. J'aime bien quand c'est droit. Donc pour moi, c'était logique. Aujourd'hui, Brittany est chargée de la première patrouille de la journée. Elle fait équipe avec Ignace, le patron de la brigade.
Il patrouille entre Gardanne et Aix-en-Provence sur la départementale 7. Un lieu de passage très important et qui est devenu en quelques années un haut lieu de la prostitution. Et justement, à un croisement, totalement isolé et en rase campagne, ces deux jeunes femmes sont visiblement en train de racoler d'éventuels clients. Les gendarmes décident de les contrôler. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Non, j'ai des photos. Donnez-moi le papier. La date de naissance. 1997. Les jeunes femmes, âgées de 23 ans, sont étrangères. Ici, elles seraient plus d'une vingtaine venant des pays de l'Est à se relayer jour et nuit. En France, la prostitution n'est pas interdite. Seuls les clients pris en flagrant délit risquent d'être verbalisés. Prix de la contravention, 1 500 €. C'est notre boîte Boulogne à nous. Donc le seul moyen qu'on a sur ces personnes, puisque le racolage n'est plus interdit, c'est de faire ce qu'on vient de faire, prendre leur identité et puis se mettre en poste de contrôle à proximité, ce qui vient forcément mettre un terme à leurs affaires. Et donc elles partent. Elles vont revenir ou alors elles vont se mettre plus loin et puis voilà, c'est... Le problème c'est ça, c'est qu'on peut pas, on n'a pas d'autres moyens de pression sur elles, quoi. Donc c'est le jeu du chat et de la souris. Faute de flagrant délit et de clients, Brittany et Ignace reprennent la route. Et c'est vrai que c'est surtout l'activité des beaux jours, quoi. Ça revient avec le printemps. La prostitution dans les Bouches-du-Rhône ne sévit plus uniquement à Marseille ou à Aix-en-Provence, mais touche également la campagne environnante. Une délinquance qui vient s'ajouter à celle du quotidien. Et justement, Brittany et Ignace sont à ce moment-là appelés pour une affaire courante dans la région. Il y a un monsieur qui m'appelle parce qu'il y a un automobiliste qui se serait arrêté et qui prendrait des pierres chez lui. Sauf que c'est en train de s'échauffer un peu au téléphone. Les murets de pierres sèches sont typiques de la région. Certains n'hésitent pas à les détruire pour voler ce minerai utilisé pour la construction et qui peut coûter dans le commerce jusqu'à 60 € le kilo. Ignace le sait, l'altercation peut très vite dégénérer. Il faut faire vite. Ouais, merci. Messieurs, bonjour. Ah, c'est vous? Quel est le problème? Ouais, le problème c'est que tout le monde banca, tout le monde se sert et ce monsieur il a chopé en train de prendre les pierres et le banca il est en train de partir en ruine. Oui, j'ai remis les pierres, regardez. J'habite à Luynes, à 3 km, donc je fais un petit muret de pierres chez moi et voilà, je récupère juste des pierres, elles étaient en bord de route, je les ai juste détachées de la pierre. Regardez, je me suis même excusé auprès du monsieur, je savais pas que c'était une propriété privée. Voilà, j'en suis désolé, j'ai remis les pierres, j'ai rien volé, je vais pas construire ma maison avec, c'est pour faire un petit banca en pierre, quoi. C'est tout, il n'y a rien de... Je les ai remises. Et donc vous, votre terrain, c'est quoi exactement? Tout ça? À partir de là. Avec la ruine ici? La ruine ici, voilà. Je veux dire, je peux pas rentrer, les prendre dans la maison, vous voyez, je les ai pris là. Tout le monde se permet. Ben d'accord, mais enfin, quand même. Ouais, mais attendez, mais j'ai 47 ans, comme je vous ai dit. Oh, c'est bon, on se calme là. Et il a rendu toutes les pierres? Ouais. On va en rester là cette fois-ci, on est d'accord? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Le calme revient et le propriétaire des pierres en profite pour dénoncer une situation qui ne cesse de se détériorer. C'est Serbe, sans compter les putes qui vont dans la colline, tout ça, la dame elle sait combien de fois j'ai... Et là ça recommence, c'est lamentable de voir ça aussi. Au même moment, Brittany repère justement une des prostituées contrôlées plus tôt. Elle est à bord de cette voiture avec un client potentiel. Vous savez pourquoi je vous arrête? J'ai mis la dame. Le conducteur tente de se justifier. Monsieur, bonjour. Il ne s'est rien passé, c'est pas ce que je... Ah non, mais je peux pas. Je vous ai pas pris sur le fait. C'est juste que je vous arrête pour vous expliquer que D'accord. c'est interdit. L'identité de la demoiselle, je vais la prendre aussi, comme d'habitude. Donc vous allez pouvoir redéposer madame? Oui, je la dépose. Non, ici, là. Voilà, c'est fini. La jeune femme, après avoir donné à nouveau son identité, quitte le véhicule pour rejoindre la départementale 7 et continuer plus loin à vendre ses charmes. C'est pour vous parce que ça peut coûter bien cher si on vous prend sur le fait. D'accord, merci bien. Bonne journée, monsieur. Merci. Elle n'a qu'un recours,
c'est de l'informer sur le montant de l'amende qui est de 1 500 €. Au même instant, Bonjour, les papiers s'il vous plaît. le lieutenant arrête un motard qui vient de déposer l'autre prostituée. Vous savez qu'avoir recours à la prostitution, c'est interdit? Oui, mais je l'ai pas touché alors. Madame, vous allez aller voir ma collègue qui est là, hein, présenter une pièce d'identité. Vous savez que c'est interdit ou pas? Je sais que c'est interdit, mais c'est quoi votre preuve, monsieur? Non, mais je préfère vous prévenir, puisque je vous ai pas pris en flagrant. Non, non, voilà, Hein? je sais. Il n'y a pas de flagrant délit, donc arrête. Elle voulait faire un tour, je l'ai ramené. Le motard semble bien connaître le cadre juridique qui entoure la prostitution. Sans flagrant délit, là encore, Ignace ne peut rien faire. Juste un simple rappel à la loi. Quelques jours plus tard, ce sont deux autres femmes gendarmes, Charlène et Flavie, qui assurent les patrouilles du matin. Elles sont à quelques kilomètres de la brigade, dans un de ces villages où on trouve de belles villas retirées au milieu des pins. Un calme apparent seulement car depuis plusieurs mois, ces villas sont la cible des cambrioleurs qui agissent en véritable bande organisée. Et justement, elles sont appelées en urgence pour une suspicion d'effraction. Là, il y a eu un déclenchement d'alarme. Donc, faut qu'on y aille tout de suite, quoi, pour voir ce qui se passe exactement. C'est peut-être un cambriolage en cours, on n'en sait rien. À toutes les patrouilles sur Gardanne, ici Pam Gardanne, nous sommes à 500 mètres des lieux. Les jeunes femmes se garent loin de la villa où l'alarme est déclenchée, pour ne pas alerter les éventuels cambrioleurs qui pourraient y être encore présents. Flavie et Charlène s'engagent. Elles progressent jusqu'à l'entrée, armes au poing. Ah, c'est pété. C'est pété. Une des portes est fracturée, ce qui ne laisse aucun doute. C'est bel et bien une effraction. Flavie et Charlène ne prennent aucun risque. Pour ne pas se retrouver seules face à une bande de cambrioleurs, elles appellent la brigade. Ici Pam Gardanne, ici Pam Gardanne. Il y a bien eu une effraction au niveau du domicile en besoin de renfort. En attendant les renforts, elles se replient. Et à leur arrivée, elles font un rapide point de la situation. Alors, il faut escalader, il y a une effraction derrière la maison. On ne sait pas s'ils sont encore dedans. On attendait le renfort avant de faire quoi que ce soit. Pour le moment, il n'y a eu aucun geste depuis notre arrivée. Ignace et un de ses enquêteurs prennent les choses en main. Vous allez prendre un appui contre la voiture là-bas. Pour éviter que les cambrioleurs ne s'échappent, le patron de la brigade demande à ses gendarmes de se déployer tout autour de la maison. Ok, libre. Ils inspectent chaque pièce et passent au crible la maison pour voir si aucun des suspects n'y est caché. Il y a une pièce en face. Ouais, on fait le bouchon, allez. Gendarmerie, sortez. Il y a un deuxième étage. Mais les lieux sont vides, pas de traces des cambrioleurs. C'est bon pour le moment. il reste encore... Juste les abords, je sais pas, mais pour le moment on a fait la maison. il reste encore... Une pièce. En l'absence des propriétaires, cette maison au volet fermé a certainement attiré leur attention. Ils sont allés jusqu'à faire sauter les barres de fer qui sécurisaient les fenêtres. Oh, ça a été fait avec un pied de biche, ça. D'après les gendarmes, c'est l'alarme qui les a fait fuir. Comme Flavie et Charlène sont intervenus très vite, ils estiment que les voleurs n'ont pas eu le temps d'aller bien loin. Ils passent donc au peigne fin les alentours de la villa. Comme il y a la colline derrière, il est possible qu'ils ont escaladé le grillage ou fait un trou pour passer, tout simplement. Derrière la propriété, Ignace trouve le passage par où les cambrioleurs se sont introduits pour accéder à la villa. Ça se passe facilement. Mettre une espèce de couverture dessus. Après, ils descendent en aveugle derrière la maison. Ils travaillent tranquillement et puis et ils ont leur chemin de repli, leur chemin de fuite qui est tout tracé. Tout ça, ça leur laisse le temps largement de tirer la route sans être inquiété. Alerté par les gendarmes, le propriétaire revient rapidement chez lui. Il fait l'état des lieux et de tout ce qui a pu lui être dérobé. Là, il manque mon iPad, mais bon... L'iPad, il était branché là. Connecté, le fil. Ouais. Le butin est maigre, seule une tablette électronique a été volée.
Pour le lieutenant, le préjudice aurait pu être plus lourd si les cambrioleurs n'avaient pas été dérangés. Il y a beaucoup de cambriolages, voilà, souvent par vague. On a parfois des bandes relativement bien organisées qui font d'abord toute une phase de repérage sur la région et qui après passent à l'acte. Charlène et Flavie risquent donc de reprendre rapidement du service. C'est pour ça qu'on a projeté immédiatement un maximum de patrouilles disponibles. C'est ce qu'on essaye de faire, puisque on est conscient qu'une même bande peut commettre de multiples faits de ce genre. Des interventions toujours plus dangereuses, où les premières arrivées sur les lieux risquent parfois leur vie. Des risques qu'assument quotidiennement les femmes sapeurs-pompiers de France. À la caserne de Carcassonne, il est 11h30, un départ incendie vient d'être signalé. Joël et Caroline prennent le départ à bord d'un camion-citerne feu de forêt. Il contient 12 000 litres d'eau, c'est le plus gros engin de la caserne. On part pour un feu de broussailles sur le secteur de Trèbes. Le secteur de Trèbes, c'est notre secteur de second appel en fait. Ça veut dire qu'il y a déjà des moyens sur les lieux qui demandent une montée en puissance. Pour eux, la situation elle est défavorable parce que le feu a sauté un chemin en fait, donc ils ont stoppé une partie, un flanc, mais il y a un flanc qui est en propagation libre. D'ailleurs, on voit le panache de fumée. À 29 ans, Caroline est pompier professionnelle depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle prend pour la première fois la tête d'un camion incendie. Elle va se retrouver en première ligne. Tu vois en bas là où ça commence à prendre ses blancs et ça va devenir très rapidement. Ça montre l'intensité du feu. On va fermer les fenêtres, on va couper l'aération. C'est bon. Au feu, le risque d'intoxication pour les pompiers est extrêmement élevé. Leur seule protection, la cabine hermétique des camions. Ne t'arrête pas là, Joël, traverse. Parce que là, on est dans le... Caroline est inquiète. En arrivant à son point de rendez-vous, elle réalise que la situation a dégénéré. Sur place, elle retrouve le commandant des opérations. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut se mettre là, il faut pas qu'il monte là. Là, on fait une ligne d'arrêt alors. Ouais, il faut l'arrêter là. Mais en quelques secondes à peine, fumée, forte chaleur, le feu arrive à toute vitesse. Caroline doit réagir sans tarder. On va sortir une longueur, Joël, il y en aura assez. Une longueur. Son équipage trouve à peine le temps de déployer la lance incendie. Allez, 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 allez. Que les flammes sont déjà sur eux. Allez les gars, allez, allez. La jeune femme utilise alors sa lance à pleine puissance. Tiens le cul, tiens le cul. Près de 500 litres d'eau par minute. Avance, avance, avance. Caroline ne cédera pas un pouce de terrain. Le combat dure à peine un quart d'heure, mais elle et son équipage en sortent victorieux. On a eu chaud, mon gars. On a vraiment eu chaud. Le feu a dévoré ce champ en un rien de temps. Tiens, tiens, stop. Colle, tire ce tuyau, s'il te plaît. Tire. Ouais, okay. Tire, tire, tire. Le souffle court. Caroline emmène son équipe refroidir les bordures de l'incendie. Écoute, on va mouiller là, on va éviter la reprise. Problème, s'ils ont réussi à arrêter le feu sur leur secteur, les flammes ont bondi au-dessus de la route en contrebas. L'équipe doit revenir au camion au pas de course. Ah, on est mort là, ouais. C'est difficile. Mais malgré la fatigue, le combat continue. Colle, on déroule tout ce qu'on a, on va essayer de taper là. La proximité de cette haie de cyprès est préoccupante. S'ils s'embrasent, pompiers et camions seront vulnérables. Il est juste derrière la pinède là. Il est en train de remonter. Et là en fait on va monter au niveau du virage. Là il y a deux villas. On va se mettre en défense de points sensibles au niveau des villas. Il ne leur reste que quelques minutes pour déplacer leur camion. Il est là. Ça là, ça brûle super vite. Ça, c'est grosse pression pour les équipes là? Bah ouais, quand même, ouais. En fait, le feu est plus gros que nous. On est rôtis. Hein? On est rôtis. Le feu progresse très vite et se montre de plus en plus menaçant.
passe à côté, tant mieux, mais là on peut plus rien faire. On est dépassé. Caroline et son équipe vont prendre position. Ils défendront les maisons coûte que coûte. Mais face à l'ampleur du feu, leur seul camion risque d'être insuffisant. Un détachement d'une quarantaine de pompiers s'est formé. Mais après quelques reconnaissances, ce sont maintenant des moyens aériens qui vont entrer dans l'arène. Ouais, tu mets ton personnel en sécurité, tu fais reculer tout le monde. Au sol, les pompiers se regroupent pour ne pas être pris sous le déluge. Les Canadair emportent jusqu'à 6000 litres d'eau dans leur soute. Mieux vaut ne pas se trouver dans leur zone de largage. Le personnel de sécurité pour les aux autorisation de largage. Si tu as des pélicans sur zone, ils ont l'autorisation de largage. L'action des Canadair est particulièrement efficace sur les feux de forêt. En quelques minutes, ils vont stopper l'incendie. Pour Caroline et ses collègues, le balai des avions est un soulagement. T'as repris les couleurs. Ça va. T'as bien géré. Pourquoi j'étais blanche? Oui, quand on est arrivé, je me suis dit elle est pas bien. J'en pouvais plus, j'étais mort. Ben, on aurait continué. Grâce à l'action combinée des forces terrestres et aériennes, les pompiers ont réussi à protéger in extremis les habitations des villages alentours. Pour Caroline, cette première journée en tant que chef d'équipe s'achève et elle aura été chargée en émotions. Il y en a eu de l'inquiétude, mais bon. Il y a eu de l'inquiétude pour les gens, on a eu des civils qui se sont présentés sur le feu, mais ils ne se rendent pas compte des dangers. On a eu de l'inquiétude pour les biens, les maisons qu'on devait protéger. Et après, un petit peu d'inquiétude pour nous aussi quand même. C'est important de rentrer tous ensemble. Ah bah, c'est plus qu'important, ça c'est primordial, c'est ce qui passe au-dessus de tout là. C'est l'équipage. Partout en France, les métiers de la police, de la gendarmerie ou des pompiers se féminisent. Chaque année, le nombre de femmes engagées comme Caroline, Brittany ou Déborah augmente. Autant de nouvelles héroïnes qui volent chaque jour au secours de la population.